je peux commencer en français l'introduction, et là, tout le monde comprend. Donc, du coup, ça ne pose pas de problème. Et puis, je vais voir si on arrive à trouver une solution pour les questions de canaux audio. OK. Alors, du coup, merci à tous d'être présents pour ce séminaire. Il est organisé, on accueille aujourd'hui le docteur Palop-García, qui donc travaille à l'école Willy Brandt d'affaires publiques à l'université d'Erfurt en Allemagne, et où il est chargé de recherche. Palop-García est titulaire d'un doctorat en sciences politiques à l'université libre de Berlin, et il a principalement travaillé sur les politiques migratoires, les représentations des migrants, donc sur des sujets qui traitent directement aux migrations. Il a publié dans plusieurs revues scientifiques, le Democratization, Citizenship Studies, Comparative Migration Studies, the Journal of Ethnic and Migration Studies, qui sont des revues phares de la discipline, enfin du domaine des études migratoires. Et précédemment, il a occupé le poste de chargé de recherche à l'Institute for Latin America Studies de GIGA, German Institute for Global and Area Studies. Je suis très content que Dr Palop-García ait pu venir présenter le travail qu'il a fait et qu'on a évoqué lors du séminaire, du premier séminaire régional du CRPM à Abidjan, de manière à ce que on puisse avoir un échange sur cet outil. Voilà, j'en profite parce qu'il n'y a peut-être dans l'audience pas que des partenaires du projet CRPM, donc j'en profite pour dire 2-3 mots de ce projet et de présenter du coup le cadre dans lequel s'inscrit ce séminaire. Avant tout, bien sûr, je remercie en particulier les points focaux du projet CRPM de leur présence et de leur participation. Je crois qu'il y a la direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun et des réfugiés et des questions migratoires du ministère des Relations extérieures qui est présente, merci. La direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, la direction générale des Guinéens à l'étranger, le ministère malien, des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, et la direction de la coopération technique au Sénégal. Je crois que j'oublie personne. Donc le CRPM, pour ceux dans l'audience qui ne font pas partie de ce projet, c'est un projet qui s'appelle Coopération régionale des politiques migratoires, financé par l'Agence française de développement et qui est mis en œuvre par Expertise France. Le projet, en fait, vise à promouvoir le dialogue sur la gouvernance des migrations dans 7 pays africains, qui sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Guinée, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Et dans le cadre de ce projet, la Chaire Diasporas Africaines, que Étienne Smith présentera dans un instant, a été sollicitée pour préparer une étude, un benchmark, sur les indicateurs de gouvernance des migrations, les dispositifs de suivi des politiques migratoires plus précisément. Donc, dans un premier temps, j'évoquais l'atelier régional, le premier atelier régional du CRPM à Abidjan qui s'est tenu en décembre dernier. La chaire a présenté les résultats de ce travail en mettant notamment l'accent sur le fait que les indicateurs de politique migratoire, les indices de politique migratoire qui existent sont finalement assez peu adaptés. La plupart sont assez peu adaptés aux besoins et aux priorités des pays du CRPM. Et a donc proposé de travailler avec un outil qui est original parce qu'il est assez unique, qui est donc l'Emigrant Policies Index, que Palop présentera tout à l'heure, et qui est en fait une matrice d'indicateurs centrée sur les politiques qu'on appelle généralement les politiques de diaspora, c'est-à-dire les politiques mises en œuvre par les pays d'origine en direction de leurs citoyens à l'étranger et plus largement de leur diaspora dans une conception large. Et cet outil, cet indice, a été développé
pour les pays latino-américains, qui eux aussi sont des pays avec des importantes communautés à l'étranger, pour les pays latino-américains et Caraïbes, et puis a récemment été étendu à plusieurs pays européens et asiatiques. Et donc, cet indice regroupe une centaine d'indicateurs qui portent sur les cadres juridiques, institutionnels, programmatiques, sur les politiques des migrations et de diaspora, donc la nationalité, la citoyenneté, l'économie et le développement, les droits et les services sociaux à l'étranger, la culture et les questions d'identité, bien sûr, et de religion. Et donc, cet outil permet de suivre, de comparer, d'évaluer de manière approfondie les spécificités et les évolutions de ces politiques dans ces différents pays. Et donc, c'est dans cette perspective que le séminaire a été organisé, de manière à ce que l'un des deux auteurs, Palop, a construit cet indice avec une de ses collègues, le docteur Lucy Pedrosa. Et donc, l'idée de ce séminaire, c'est vraiment que l'un des auteurs de cet outil le présente plus en détail, réponde aux questions de manière à stimuler des échanges et à essayer de comprendre si, dans quelle mesure et comment cet outil pourrait être utilisé dans le cadre du CRPM. Donc l'idée du séminaire, c'est bien sûr de parler des politiques de diaspora, mais c'est aussi de comprendre très concrètement comment cet outil, comment l'outil qu'est cet indice peut être construit, opérationnalisé, étendu au pays du CRPM, et de comprendre, de discuter donc des questions qui sont liées à la sélection des indicateurs, aux avantages et aux limites par rapport à d'autres indices existants, à ce qu'un indice permet de faire, quel est son intérêt pour suivre et évaluer les politiques. Et puis très concrètement, comment on collecte les données, comment ces données sont codées dans une base de données et comment elles sont analysées. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vais passer la parole à Palop. Je ne sais pas si on a pu régler notre problème d'interprétariat. Christine, est-ce que... Alors, je suis là, ouais, voilà, je peux parler français, mais la question est de savoir, est-ce que, can you hear me, Mr. Palop? Yes. Yes, I can hear you. Yeah, this is unfortunate because the interpretation will not be in real time unless we can separate the English from the French, and I'm afraid I don't have the technical know-how to do that. Ok, donc bon, alors comme vous voyez, je regrette, on a un souci avec l'interprétariat, c'est la faute de Zoom, hein. Tout le monde est là, nous on a fait tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment la faute de Zoom. Donc on va procéder comme ça, je vous propose, même si c'est un peu laborieux, que en fait, Pao, I suggest that you talk. And after, let's say, 1 or 2 minutes, you stop, and then Christine, you will translate. I don't see any really other solutions for that. Okay, that's fine. Ok, donc mes excuses à tout le monde pour cet incident, et on va faire comme ça. Étienne, peut-être tu veux dire un mot de la chaire, et then I give the floor to Pau. I give you the floor then. Ok. Yeah. Pendant que Pau prépare le PowerPoint à diffuser, juste un petit mot pour présenter la chaire Diaspora africaine à tout le monde. Donc merci à tout le monde d'être là. Donc la chaire qui a été créée en 2019 à Sciences Po Bordeaux pour accueillir en fait toute une série de projets de recherche sur la question des diasporas africaines au sens large, les diasporas africaines dans le monde et aussi diaspora africaine en France. Donc la chaire est hébergée par le laboratoire LAM, les Afriques, certains doctorants ici que je salue. Et par ailleurs, la chaire accueille des différents projets de recherche. Il y a eu un premier projet de recherche financé par la région Nouvelle-Aquitaine sur les citoyennetés actives des diasporas africaines, qui s'intéresse notamment à la question de la participation politique des diasporas africaines, en l'occurrence ouest-africaines. Et un autre volet, dirigé par Alessandro Jedowski, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, qui, lui, concerne plutôt la question de l'entrepreneuriat culturel et de l'activisme culturel des diasporas africaines en France. Et donc, depuis l'année dernière, la chaire accueille un nouveau projet de recherche, donc dirigé et piloté par Thibaut Jolin, qui est dans le cadre de ce projet CRPM, et que nous nous félicitons
Ce qui permet à la chaire, du coup, de faire aussi un lien entre Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord, qui est une des vocations originelles de la chaire, de ne pas traiter l'Afrique subsaharienne indépendamment de l'Afrique du Nord. Donc voilà, pour présenter en 2 mots cette chaire. Donc vous êtes les bienvenus pour aussi aller voir le site internet de la chaire, diaspafriquehypothèse.org, où vous aurez la liste de tous nos séminaires sur l'année, la programmation, etc. Vous pourrez suivre ça en détail. Et n'hésitez pas à laisser dans le chat vos emails, si vous le souhaitez, pour qu'on vous mette sur la mailing list d'informations de la chaire Diaspora. Okay, shall I start? Yes. Yes, so thank you very much first for the opportunity to talk today with you. I'm excited to present the EMIX, the Emigrant Policies Index, to this audience. My name is Palop. I work currently, as Thibaut has already said, on at the Willy Brandt School of Public Policy in the University of Erfurt. And I'm also a research associate at the German Institute for Global and Area Studies. Should I continue, or the interpretation wants to? Then I will continue. So today I'm going to share my screen so you can see my presentation. Give me 1 second. I think you can see now my screen. My presentation today has the following title: How do states of origin create links with their diasporas? An application of the EMIX, the Emigrant Policies Index. And what I want to do today, my goals for today are: first, I would like to explain you how we have created this index and what this index really measures and what immigrant or diaspora policies are. And then also I want to try to answer 3 main questions. The first one is, why do we need an index that measures diaspora policies? Why that might be useful for research, but also I think for policymakers. Then secondly, I would like to explain what we really measure with the EMIX, the Emigrant Policies Index. And third, I would like to explain you, to some extent, some of the methodological choices and some of the methodology or part of the methodology that is behind the EMIX. But before I start answering these questions, I would like to talk a bit about what's the state of the art of research regarding diaspora policies, and why myself and also my colleagues at the GIGA, Luis y Pedrosa, for instance, we thought it was a good idea, or it would be a good idea to develop an index. Until we developed this index, if we look at the literature, what has been written and studied about diaspora policies, what we found were first theoretical studies that were trying to answer questions on the normative level. So for instance, they were trying donc, to... nous essayons de trouver des questions au niveau normatif. Ah, oui, donc, ça ne marche pas. Sorry, I thought the interpreting was working, but it isn't. So I need to speak after you again. Yes, this is what we agreed on, Christine, I thought. Yeah, yes, I know. So, and I thought it was working. So I went on doing... Ah, ok. Alors, attendez, excusez. En fait, Bamadi me confirme que ça fonctionne. Que ça fonctionne. Donc, du coup, effectivement, on ne vous entendait pas. Et donc, on peut continuer comme ça. Est-ce que pour les autres participants, est-ce que tout le monde a pu... est-ce que l'interprétation fonctionne quand vous cochez français sur l'onglet? Yeah, what you need to do, Mr. Palop, is to go onto the tab for interpreting and click on English. Then you won't hear my voice in French. Okay, so 1 second. Now I'm in English.
And I Et guess si je parle, vous ne devriez pas m'entendre. Can you hear me now? Yes. Oh, you still hear me. Mais tout à l'heure, ça fonctionnait apparemment. Qu'est-ce que vous avez changé Séminaire, non si je fais comme ça, allez-y. So, si je continue comme, if I go on like that. Now I don't hear anything. I don't know. You don't hear me? Now I hear you. Yes. Hearing me again. Okay. Normally, if you've clicked on English, you shouldn't hear me when I'm on the French channel. I'm in the English interpretation. I can hear you. Oh dear. En fait, il y a aussi l'onglet couper l'audio original. Mais est-ce que vous avez changé quelque chose, Christine, tout à l'heure? Parce que ça fonctionnait manifestement. Ce que moi j'avais fait, j'avais oublié de réactiver le son. Donc, théoriquement, personne ne m'entendait du tout. Mais est-ce que quelqu'un m'entendait? Oui, apparemment, tout à l'heure, on vous entend. Tout à l'heure, ça fonctionnait, en fait. C'est bizarre. Donc, parce que j'avais désactivé le son de mon côté. Donc, a priori, personne ne devait m'entendre. Si, tout à l'heure, apparemment, on vous entendait. Bon, alors, si je... Okay. Et alors là, j'ai parlé avec mon son coupé, donc si les francophones ne m'entendaient pas, c'est que ça ne marche pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, effectivement. Donc non, il faut que vous ayez le son comme tout à l'heure, quoi. Mais il y a un moment donné où ça a fonctionné. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que... Mais je ne comprends pas comment ça a pu fonctionner parce que j'avais mon micro coupé. Et je suis bien sur le canal français. Ok. Bon, bah écoutez, ça c'est mystérieux. Je suis désolé, pour l'audience, on aurait dû, je vous prie vraiment de nous excuser, on aurait dû... ça semblait simple et ce ne l'est pas. Donc, on fait comme ça. Si vous voulez bien, peut-être, si vous pouvez reprendre très rapidement pour l'audience le début de la présentation, si vous avez noté, ou en tout cas, sinon... Alors, du coup, on poursuit. Le début de l'intervention, c'était essentiellement ce qui est sur les deux premiers diapos. Voilà. Donc, avec comment on utilise ces politiques de diaspora et comment cet indice a été construit à partir des données et qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, quels sont les choix méthodologiques. C'était surtout ce qui était sur les diapos. OK. Donc, Paul, maybe you put the slides again and we'll continue that way. Et Christine, si vous voulez bien, si vous pouvez arrêter Paul, lui indiquer quand vous pensez que c'est nécessaire pour que vous traduisiez ce qu'il a dit. Bon, yeah, if you could possibly do one slide at a time and then stop at the end of each slide and then I'll translate. Is that possible? It's possible, yes. Okay, thank you. So we were on slide 3, I think. Yes, state of the art, right? Yes. Okay, so I will start this slide again, and then we continue. So as I was saying, when we started the index, we looked at the literature and at the state of the art in order to see whether or not it makes sense to build an index and to learn also from previous studies. And what we saw in the literature at that time was that there were 4 groups of research or investigations going on. The first ones were more on the theoretical side of things. They were focusing on the normative aspects of diaspora policies, for instance, trying to answer the normative question of whether or not states of origin should do something for their diasporas. And if so, what kind of actions and policies states of origin should be implementing and adopting for reaching to their diasporas. The second group of studies were case studies about single and partial aspects of immigrant policies, focusing, for instance, maybe on just one dimension of immigrant policies. I will discuss the dimensions in later, but they were focusing perhaps on the study of 1 or 2 countries and trying to explore what these countries were doing. Those were case studies.
Then we have comparative studies on one single dimension of emigrant policies, for instance, external voting. So comparing what different countries in the world or in different regions were doing around one dimension of diaspora policies, and this one of, for instance, external voting. And then we had a fourth group of studies that were comparative studies with several countries in the world, and also comparing different diaspora policies. And probably our study, the EMIX, will fit within this group. However, this group was very minimal. We had only a couple of examples of researchers really trying to compare in a robust and complex, comprehensive way which policies or immigrant policies were being adopted around the world by countries of origin. And then we have another set of studies that were focusing on the measurement of migration policies. However, these studies were only focusing on migration policies, let's say, that were interesting for countries of reception. So they were focusing on immigration policies, the control of inflows in the states of reception, or in the integration policies of immigrants. However, the perspective of the states of reception and states of origin and what the states of origin were doing to manage or to address migration was missing, and that's where also the EMIX and our research fits in. Ok, donc la littérature, nous avons examiné la littérature pour savoir si cet indice était vraiment nécessaire, et nous avons découvert 4 groupes de recherche. Le premier groupe était plutôt théorique et normatif. Pourquoi un État d'origine devait intervenir auprès des personnes à l'étranger et quelles politiques devraient-ils adopter. Ensuite, deuxième, les aspects spécifiques et individuels. En général, il y avait une dimension qui était couverte par ces études dans 1 ou 2 pays. C'était relativement restreint. Ensuite, des études comparatives sur une dimension spécifique, par exemple les politiques de plusieurs pays concernant la vote à distance de leurs ressortissants. Et le quatrième groupe concernait plusieurs pays et plusieurs thèmes, mais il n'y avait que quelques exemplaires de ces études multiples. Deuxième point sur la diapo, c'était la question de mesurer les politiques migratoires, la nécessité donc de bâtir des indices. Et il en existe plusieurs. Et il nous semblait que c'était non seulement intéressant pour les pays d'émigration, mais aussi pour les pays d'immigration. Et surtout, en fait, c'était les pays d'immigration qui avaient mis en place ces types d'indices. Et il manquait en fait la perspective des États d'origine. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous semblait que notre indice EMIX serait plutôt très utile. Do go ahead, please. So now let's try to answer the first question that I posed at the beginning. Why do we need an index? And to answer this question, I think I have 4 main arguments. The first one is that an index allows us to condensate information, summarize information. And I do think that it's very powerful, because otherwise, if we only focus on one country or only focus on one aspect of diaspora policies, the overall picture of diaspora policies can be lost to some extent. So if we really want to understand what states of origin are doing in order to create or maintain links with the diaspora, we really need a tool that really allow us to observe what states of origin are doing overall. And that is precisely what an index that measures policies allow us to do. The second main argument is that an index allows us to compare across countries. This is something that we cannot do with case studies, or not just to
not very extensive, but with an index it's relatively easy because you can compare the scores across different dimensions of the index and also about the overall index score, and you can really very easily and very efficiently compare what different countries are doing. And this is useful for research, for researchers as me that focus more on the normative aspects of diaspora policies, but it's also very useful for policymakers because this allows policymakers to really understand from the very beginning and very efficiently what the stage or the position of one of a country is in regards or in comparison to other countries. The third point is that an index allows us to create typologies, which is again also very important for researchers in order to understand what different countries are doing, but also for policymakers, because with an index, we can understand whether or not there are different groups of countries that are developing and deploying different strategies. And then also, therefore, we can also analyze and evaluate those policies in order to understand or to measure to what extent those policies are being effective or not. And then the fourth point, maybe is not as clear as the previous ones, is that an index requires, in order to make it happen, a very robust conceptualization of what immigrant policies or diaspora policies are. And this maybe doesn't sound very straightforward, but it is very important when we create an index that we have clear definitions for the overall concept, in our case, diaspora policies, but also for the several dimensions that compose the index. Because one of the rules that there are when you create an index is that the components of the index that you're measuring cannot overlap. You need to have clear dimensions that do not overlap. And in order to do that, you need to create definitions. So you need to conceptualize from the very beginning what immigrant diaspora policies are in order to be able to measure them. And this exercise, in our opinion, was missing in the literature. There was a confusion before in the literature around what policies, the diaspora policies were, and which were the limits of diaspora policies. With this exercise, with the EMIX, we were able to set some light to this debate and to propose a clear definition of diaspora policies that is also delimited from other dimensions of migration policy. Alors, il nous semblait qu'il fallait, enfin, nous avions 4 arguments pourquoi il fallait mettre en place cet indice. Tout d'abord, l'indice nous aide à résumer des informations et d'en tirer des conclusions. Dans les études précédentes, il y avait soit un pays, soit un aspect qui était examiné et il manquait essentiellement la vue globale. Et les États d'origine avaient besoin d'un outil pour savoir ce qu'il fallait faire, quelles politiques adopter vis-à-vis de leur diaspora. Donc le deuxième point, c'était que l'indice permettait de comparer les pays entre eux. Il est beaucoup plus facile de comparer des pays qu'avec des études comparatives. Et souvent, les études ne peuvent concerner que 2 ou 3 pays peut-être, mais avec l'indice, on peut comparer facilement plusieurs pays. C'est très utile non seulement pour les chercheurs, mais également pour les politiques qui cherchent à comprendre la position de leur pays dans ce domaine et à comparer l'attitude de leur pays et les politiques de leur pays vis-à-vis d'autres pays. Troisième point, c'est que des groupes de pays ont des stratégies différentes et il fallait les analyser et établir des analyses en fait de l'efficacité des différentes politiques concernant l'immigration. Quatrième point, c'est que construire ce type d'indice exige une conceptualisation claire de la politique d'immigration et de diaspora avant de pouvoir le mesurer dans les différents pays. Donc, ça nécessitait un travail intellectuel en amont pour
clarifier les catégories et définir les règles de l'indice pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différentes dimensions. Et c'était quelque chose qui manquait dans la littérature. Il y avait une confusion entre les limites des différents types de politiques concernant les diasporas. Donc, c'est quelque chose qui est très utile dans cet indice, c'est que les différentes catégories et dimensions sont très clairement délimitées. You can go on now. Okay, so I've been talking about the definition, how important the definition is. And now I would like to provide you with the brief short version of the definition that we use for diaspora policies or emigrant policies, which is when we refer to these emigrant policies, we refer any kind of policy that states develop, to establish, or create a new relation towards their immigrants. This is our basic definition of diaspora policies. This means, for instance, that immigrant policies or diaspora policies are part of migration policies. So we understand migration policies as the umbrella concept, let's say, and migration policies includes immigration policies, integration policies, immigration policies, and so on, citizenship policies also, but also immigrant policies. And immigrant policies are just a part of migration policies. Our definition also implies that immigrant policies are not policies to regulate inflows, the so-called immigration policies. This is not what we capture with immigrant policies. Immigrant policies also are not policies to regulate outflows. It's not about the regulation of immigration. Some states we know around the world, to some extent, regulate whether or not their citizens can move abroad and the conditions for that movement. We are not talking about this when we discuss immigrant or diaspora policies. And then also immigrant policies are not policies that capture what states of reception do in order to integrate immigrants, the so-called integration policies. These are dimensions of migration policy, but these are not part of what we call immigrant policies. Donc, je vais vous donner une version brève de notre définition. Ça concerne toute politique d'un État vis-à-vis des émigrants de ce pays. Donc, la politique de diaspora fait partie de la politique générale de migration qui concerne à la fois l'émigration, l'immigration et l'intégration. Mais dans notre indice, nous ne cherchons pas du tout à mesurer l'immigration. Nous ne nous occupons pas non plus du fait que certains États contrôlent de différentes façons les mouvements de leurs citoyens vers l'étranger, donc ils contrôlent l'émigration, et nous ne nous occupons pas non plus des politiques d'intégration des immigrants dans les différents pays. Over to you. Okay, and now let's try to define, because immigrant policies, an important part of that is what we consider immigrants. And it's important that we set a limit to what we consider non-resident citizens or immigrants or diasporas, and what we do not consider to fall under this category. To us, immigrants are people that have left the country of origin, be it because they reside abroad or because they are in transit, but they have potentially the idea to settle in another country. So for us, that already is an immigrant. We don't make a distinction around the fact of whether or not they have travel documents. So documentation for us is not an issue. As long as you're a citizen of a country and you have left that country, you are considered already an immigrant, regardless whether or not you have documentation. And also we consider immigrants those that could make nationality claims.
So we consider immigrants also here, second, third generations of people that could make potentially a citizenship claim to obtain the nationality of a given state of origin. Donc, notre définition maintenant du mot émigrant, pour nous, c'est une personne qui a quitté son pays d'origine, que ce soit de façon permanente ou qu'il soit résident déjà dans un autre pays ou en transit dans un autre pays, éventuellement vers un pays tiers, avec l'intention de s'établir dans un pays qui n'est pas son pays d'origine. Et nous ne tenons pas du tout compte de la documentation si la personne a la documentation nécessaire pour s'établir dans son pays de destination. Pour nous, ce n'est pas pertinent. Et nous considérons également des personnes qui sont peut-être de la deuxième ou troisième génération d'émigrants et qui peuvent prétendre à la nationalité de leur pays de résidence. You can go on now. Okay. So we have talked about the definition of immigrant policies. Again, all those policies that states of origin can do in order to create or maintain links with their diasporas. And we consider diasporas or immigrants everyone that has left the country of origin in order to set it, to establish themselves in another country, right? So now let's talk more about what the EMIX is, how the EMIX is built, what are the dimensions and components and so on that compose the EMIX. So here, allow me to just see here the hierarchical structure of the EMIX. And you see that there are like different steps in that hierarchy. So one of them is, or the most basic one, are the items that you see here. And here are all the small questions that we ask in order to build the subsequent dimensions, in order to increase the order of abstraction of the EMIX. So here, for instance, we ask questions such as, does this country allow immigrants to vote from abroad in presidential elections? Yes or no? Or does this country has a scheme to foster remittances that are sent by immigrants to their families that are still residing in the country of origin? So all these questions are the items that are at this stage of the EMIX. Based on all this data, we create the so-called subcomponents, and I will later on refer to those here, the subcomponents. Based on those subcomponents of policy, for instance, external voting, economic policies, cultural policies, we create two components of the EMIX, the so-called components. And here you already see which two subcomponents I'm referring to, public policies or the policies, and administration. Those are the two subcomponents of the EMIX, the two, let's say, legs of the EMIX. And based on these two subcomponents, we create the EMIX, which is a single score that we assign to each of the countries and allow us to understand the degree of adoption of all these policies that we included in the EMIX for a particular country. Donc maintenant, je vais vous parler des différents composants de l'EMIX. Comme vous le voyez sur ce schéma, c'est à plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord en bas les différents éléments qui constituent notre questionnaire. Il y a des questions, par exemple, sur la possibilité donnée aux émigrants de voter aux élections présidentielles, par exemple, dans leur pays d'origine, ou la politique vis-à-vis des transferts transfrontaliers d'argent. Ces questions s'agrègent dans des sous-composants, et les sous-composants, par exemple, c'est la politique concernant le vote des émigrants, les politiques économiques, les politiques sociales, et ces sous-composants, en fait, font partie d'une ou l'autre des deux catégories que vous voyez à l'écran, soit les politiques publiques, soit l'administration. Et nous donnons une note unique à chaque composant, donc dans ce schéma.
Please go ahead. Okay, so now let's focus on the first component of the EMIX, which is the policies, right? And as I said, each component has several subcomponents. In the case of this component, policies, we have around 8 subcomponents, and you see here all the list. We have citizenship, external voting, consultation, institutional consultation, political competition, and so on. Allow me to focus on some of these aspects of or subcomponents of the policies and give you a couple of examples. Let's start with citizenship policy, right? So what we measure regarding emigrant policies around the question of citizenship is, for instance, whether or not immigrants are allowed to have dual citizenship if they move abroad. So, for instance, if there is someone that has left the country of origin and moved to another country, if that person naturalizes in that country of reception, whether or not the state of origin will ask that person to or will deny the nationality of the person at that moment, or whether or not the country of origin will allow dual nationality, that person at the end has 2 passports, as you see in the picture, right? So we analyze whether or not that is possible and which are the regulations that make that possible or that restrict that possibility. Then also, well, I will stop here. You can. Thank you. Donc, le premier composant, donc nous regardons les politiques publiques et vous voyez les 8 sous-composants de ce composant. Et d'abord, je voudrais regarder la citoyenneté. Concernant la citoyenneté, il s'agissait de savoir si une personne qui quittait son pays et s'établissait dans un deuxième pays jusqu'au point d'acquérir la nationalité de son nouveau pays, si le pays d'origine permettait à cette personne-là de garder sa citoyenneté d'origine et donc d'avoir une double nationalité, comme vous le voyez sur l'image, avec les 2 passeports. Et dans les 2 cas, donc double nationalité ou non, quelle était la réglementation du pays qui gouvernait cette situation-là? Please go ahead. Yeah, and the second, another dimension that it's a key dimension of emigrant policies refers to political rights. And here we look at, for instance, external voting. And so what we measure here is whether or not immigrants can participate in homeland elections from abroad. So if there is a system where maybe once there are, you know, elections, presidential or parliamentarian elections, legislative elections in the countries of origin, whether or not immigrants can participate by casting their vote, let's say, on the consular offices of the country of origin abroad. Or, for instance, what we also measure is whether or not immigrants can run as candidates for homeland elections, let's say for seats in the legislative houses of their homeland parliaments. Donc, le deuxième point concerne les droits politiques. Est-ce que les émigrants de tel ou tel pays ont le droit de voter dans des élections, lors des élections présidentielles ou législatives, par exemple en votant dans le consulat de son pays sur place? Et ensuite, de savoir si un émigrant peut devenir candidat, par exemple, aux élections présidentielles ou non. Go ahead, please. Okay, so now let's move on to other dimensions. We also have institutional consultation, which refers to the creation of consultative bodies composed of immigrants that are created by states of origin to have a connection and to have, let's say, associations of immigrants on the institutional level that they can reach out when they want to consult something that, or a policy that perhaps affects
immigrants. Then we have the regulation of political competition abroad. So whether or not states of origin restrict to some extent what political parties and external candidates can do abroad. And then we have economic policies. And within economic policies, which is also a very important part of the EMIX, of the index, we measure, for instance, whether or not countries have policies to foster remittances, whether or not countries have policies to foster investments made by immigrants, whether or not they have policies to foster return, and also whether or not they have policies to maybe create brain circulation networks. So return is not needed, but to some extent, the knowledge of immigrants also gets incorporated into the states of origin. Donc ensuite, nous cherchons à savoir si tel ou tel pays a établi un organisme consultatif pour les personnes qui ont quitté leur pays, qu'ils peuvent éventuellement contacter pour savoir quelle est la politique de leur pays sur tel ou tel sujet, et aussi si les pays d'origine cherchent à contrôler les types de partis politiques qui peuvent être représentés ou mis en place par des personnes qui ont émigré vers d'autres pays. Ensuite, un autre chapitre très important, c'est le côté politique économique. Nous cherchons à savoir si un pays encourage les transferts financiers, soit des émigrants qui envoient une partie de leurs revenus au pays d'origine, ou bien carrément qui investissent dans leur pays d'origine pour créer des entreprises ou pour soutenir l'économie locale, et aussi leur politique vis-à-vis du retour des émigrés pour savoir s'ils sont accueillis et comment ça se passe, et éventuellement s'il existe des réseaux de conseils par des personnes vivant à l'étranger qui peuvent conseiller des entreprises locales sans nécessairement être réintégrés dans leur pays d'origine. Please go ahead. Yeah. Okay, and maybe to give you an example of economic policies or a more concrete example of the items that we include in these subcomponents. For instance, when we talk about remittances, we talk about programs to foster remittances, whether or not those exist. But we also talk about whether there are checks in place to control the fees that are attached to remittances, or also if the state of origin has made something to improve banking channels, and also whether or not there is schemes to deviate remittances to foster development in the states of origin. So we know when we look around or the debate about how remittances are usually used, remittances are used for private consume efforts by families. And some states are trying to tap into those resources in order to deviate those remittances, not for the private use of families, but also to foster some development projects. So we also check whether or not this is happening in countries of origin. And then as examples of return or return policies, what we consider are, for instance, whether or not there is a system for recognizing academic qualifications obtained abroad and how this system is, whether or not there are communication campaigns to foster return, whether or not there are tax exceptions to bring in household goods, or whether or not there are reintegration programs for returnees in the countries of origin. Oui, donc quelques exemples de politiques économiques qui sont mises en place dans différents pays. D'abord, concernant les transferts financiers, existe-t-il un programme pour stimuler les transferts de l'étranger vers le pays d'origine?
est-ce que le système des circuits bancaires, les liaisons bancaires ont été améliorées pour faciliter ces transferts? Existe-t-il des taxes sur les transferts dans le pays de réception? Et la question des transferts pour le co-développement, en général, les transferts d'argent vers le pays d'origine sont à des fins privées, mais est-ce que le gouvernement cherche à attirer des financements, par exemple, pour des projets de développement dans leur pays? Et ensuite, est-ce que le pays a mis en place des programmes pour l'investissement? Est-ce qu'ils reconnaissent les diplômes étrangers des personnes qui reviennent? Est-ce qu'il existe des campagnes de communication pour encourager le retour de leurs citoyens? Est-ce que ces citoyens sont exempts de taxes sur les biens d'équipement et les biens ménagers quand ils reviennent dans leur pays d'origine? Existe-t-il aussi des programmes d'intégration pour les personnes qui retournent dans leur pays? Et des programmes pour favoriser le retour et la circulation des compétences, pour attirer les personnes qui ont acquis des compétences nouvelles dans leur pays de séjour. Please go ahead. Thank you. And then another component I would like to discuss today are social policies. Social policies are also part of immigrant policies, and in my opinion, a very important part. And also our research from Latin America shows that this is one of the key components of migration policies, immigrant policies, sorry. And when we talk about social policies, we are referring to all these policies that states of origin are doing in order to improve the social conditions or social rights or access to social rights and benefits that immigrants can have. For instance, healthcare. There are some countries in the world that guarantee that their citizens, no matter where they are, they have access to healthcare. There are also some countries that allow immigrants to pay for the healthcare in countries of origin. And what we do with this dimension of or subcomponent of immigrant policies is to measure precisely that, whether or not immigrants have access to basic social rights, such as, for instance, education, such as, for instance, healthcare or retirement. Et donc, nous avons examiné les politiques sociales. Nous avons découvert, par exemple, par des recherches en Amérique du Sud, que cet aspect était très important. La question était de savoir si les pays cherchaient à améliorer les conditions sociales pour les personnes qui quittent leur pays, les émigrants. Il y a certains pays, par exemple, qui garantissent l'accès aux soins médicaux, à la fois dans le pays d'origine, mais aussi dans le pays d'arrivée de ces émigrants. Et dans certains cas, les immigrants peuvent, par exemple, payer des soins de santé dans le pays d'origine pour des membres de leur famille. C'est important aussi. Et l'accès à l'éducation est aussi une facette de ces politiques sociales. Please go ahead. Let's go back again to our hierarchical kind of diagram. And now I would like to discuss the second component of the EMIX, meaning the administration. Donc, pour revenir à notre schéma du début, je voudrais maintenant discuter du deuxième composant, c'est-à-dire l'administration. Please go ahead. So with administration, we have only two subcomponents. One refers to the administrations that are developed at the home in the homeland, and the other it's about the consular administration. So regarding the administrations that are developed in the homeland, we know that some countries are developing ministries, vice ministries, directorates that are focused only on immigrant policies and diasporas. So we measure whether or not these administrations are appearing and how are they composed. And then regarding the consular administrations, we look at the consular network, of course, to what extent, is present in many countries or just in few countries. But what we also look at
are the functions that consulates are developing and assuming, and whether or not those functions go beyond the classical consular functions to offer immigrants more services and more protection abroad. Et donc, nous regardons les deux sous-composants de l'administration. L'administration soit dans le pays d'origine, soit à l'étranger sous forme de représentation consulaire. Certains pays ont déjà mis en place un ministère, un vice-ministère ou un directorat qui concerne qui est concentré sur l'émigration et la diaspora. Et nous cherchons dans ces cas-là à savoir quelle est la composition, quels sont les objectifs de ces administrations dans le pays d'origine. Quand nous regardons vers le réseau consulaire, nous cherchons à savoir dans quel nombre de pays chaque pays est représenté et aussi quelles sont les fonctions consulaires. Est-ce que des fonctions spécifiques sont proposées aux personnes originaires de ce pays, par exemple, pour les aider à s'intégrer ou pour les représenter pour les soins de santé ou ce genre de choses. Please go ahead. Okay, well, now let's move on to, we have discussed the definitions and how the index or different dimensions of the index, what do we really measure with this index. And now I would like to start discussing how we have built the index. What are different stages that we have developed in order to create the index. Okay, so the first one, or the first stage, is the development of what we call the data collection tool. And the data collection tool is what you see here. It's a questionnaire where we have questions, right? And we have questions that allow us to capture all these different dimensions of policy that I have just discussed. So for instance, we have questions about external voting, and I can try to read this one that you cannot in your screen, but here is the question 12 in our questionnaire, and says, in case that external voting has been approved but not yet implemented, what are the reasons? So this is kind of like a question, it's an open question, it's a qualitative question that allow us to capture qualitative information about these dimensions. So for instance, in this case, we are asking whether or not if external voting is possible, whether or not it has been implemented, and if it hasn't been implemented, why? And then the researcher that is in managing one case, one country, will have to explain whether or not this has happened and why. And we'll type in the answer to this question in a qualitative manner. And of course, always each question has the references box, which is very important because we manage or we capture all the references that we have used to answer the questions, so we can provide with transparency regarding our data collection effort. Go ahead. Merci, thank you. Donc, maintenant, nous avons déjà vu les définitions. Maintenant, nous allons voir ce que nous allons mesurer exactement et comment nous avons construit notre indice. Donc, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'outil de collecte des données sous forme de questionnaire. Par exemple, si nous explorons la dimension des politiques, nous pouvons demander, en cas de vote à l'étranger, et c'est la question 12 que vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran parce que c'est en tout petit. Si, par exemple, le vote a été approuvé pour les résidents habitant à l'étranger, mais pas encore mis en œuvre, il s'agit d'expliquer les raisons pourquoi ce vote n'a pas été mis en œuvre. Et il y a un responsable pour chaque pays, un chercheur responsable pour chaque pays qui doit répondre. Et à chaque fois, il y a une case pour mettre les références, et c'est très important parce que ça maintient la transparence de nos données dans la construction de l'indice. Please go ahead. Yes, thank you. So once we have developed the data collection tool, our questionnaire, the second stage is the data collection, right? So we are ready here.
And with the data collection, usually what we have is one researcher that is in charge of looking for the answer to all these questions. And we ask the researchers to look at first legal sources, because many of the questions that we have can be answered by looking at the regulations that are in place in each of the countries. We also look at administration's regulations, and also we interview to some extent people working on those policies in order to get the information that we haven't been able to cover by looking legal sources. We also contacted experts when it was needed, academic experts or policy experts. And of course, if all of this didn't allow us to answer all the questions, we contacted or we looked at secondary literature. Go on. Donc, le deuxième point concerne aussi la collecte des données. Nous avons un chercheur qui est chargé de trouver les réponses pour tel ou tel pays, tout d'abord en consultant les textes législatifs ou, si ce n'est pas clair à ce niveau-là, de chercher dans la réglementation administrative. Et en troisième lieu, de contacter des experts politiques ou des experts universitaires pour éclaircir tel ou tel point qui serait resté en suspens. Please go ahead. Yes, so after the data collection, what we did was, for the case of the EMIX in Latin America, we wrote some country reports based on the questionnaires to present the data also in a different way, but it was mostly the questionnaires. And then after that, so that was the qualitative phase of the project of the index building. And then starts the quantitative part. And with the for the quantitative part, we had to develop a code book, because our goal was to create an index, and an index means a measurement, a quantitative measurement, right? So we needed to transform all this qualitative information into numbers. And in order to do that, we developed a code book that allow us to do precisely that, to take each of the questions and the answer to the previous questions, and to transform them into numbers, into ones and zeros and other numbers. So we developed a code book. What we did after that was to pilot the code book for several countries in order to identify mistakes or to identify nuances that we perhaps missed with our codes. So we were able to, with the goal that we had the best coding scheme possible to capture the diversity of the regulations and the immigrant policies of the countries that we were looking at. And then we start with the coding. We code all the questionnaires to transform them again into numbers. And here you see how the code book looks like. It's similar to the questionnaire, but in this case, what we ask the coders to do is to take the questions or the information that is in these questionnaires, and as you see here, or maybe you don't see, you say, we have these kind of answers. For instance, if it's a yes, if the country has external voting or has implemented external voting, we will assign to that country for that particular indicator a 1. And if that country hasn't or does not have that policy, will be a 0, and so on. And we will do this for all the questions in the questionnaire. Go on. Et donc, nous avons commencé à mettre en œuvre notre système en Amérique du Sud, et sur la base des questionnaires, nous avons fait élaborer un rapport pour chaque pays basé sur toutes les réponses. Donc ça, c'était la phase qualitative, mais notre objectif final était quand même de produire un indice quantitatif. Donc il fallait transformer les données en chiffres. Et nous avons établi un livre ou un livret de codage ce qui nous permettait de transformer les réponses aux questions en chiffres. Et nous avons piloté ce système sur plusieurs pays.
afin de détecter d'éventuelles erreurs ou des manques de nuances, par exemple, dus à des diversités de réglementation. Et donc, le codage vers les chiffres, nous avons établi un texte, enfin, ou une présentation qui a été similaire au questionnaire, comme vous le voyez un peu à l'écran. Par exemple, si la réponse à la possibilité de voter à l'étranger, c'était oui, on mettait le chiffre 1. Si c'était non, on mettait un 0. Please go ahead. Yes, thank you. So just the last comment on this slide. This questionnaire and the codebook has been developed to capture immigrant policies in Latin America, but we already modified it to some extent to capture, to extend our effort to cover European countries and also countries from Asia. And in case we want to extend it farther to Africa, in my opinion, we will have to change some of the questions or include some questions, but the bare bones of the questionnaire and the code book, I think could be used and directly used to the cases or to countries in Africa. Donc, juste un dernier commentaire sur cette diapo. Notre indice et tout ce processus a été développé pour analyser les politiques de diaspora en Amérique du Sud, mais nous l'avons déjà adapté pour des pays asiatiques et je pense qu'il serait possible, avec quelques aménagements, de l'adapter pour les différents pays africains. Please go ahead. Yes, so after the codification process, we end up having more or less what you have, sorry, here. Yeah, so this is basically the data set that we have for the EMIX for Latin America. And what you see here, basically, it's an Excel file. It could have another format, but for today, I use the Excel format. And what you see here are the different countries that were included in our sample for Latin America: Ecuador, Colombia, Mexico, and so on. And then you have here in the rest of the columns all the indicators that we have codified with all the numbers that we have codified based on our codebook and our questionnaire. And this is the EMIX dataset. Et donc là, à l'écran, vous voyez notre ensemble de données pour l'EMIX avec les résultats donc, de notre codification des réponses au questionnaire. Et cet ensemble de données a été présenté sous Excel. On pourrait utiliser d'autres systèmes, mais pour l'instant, nous utilisons Excel. Et vous voyez donc à gauche les différents pays, l'Équateur, la République dominicaine, la Colombie, le Mexique, etc. Et dans les différentes colonnes, les réponses aux différentes questions exprimées sous format numérique. Please go ahead. Yeah, so based on this data set, I would say it's when the fun starts, and it's when we're gonna start building the index and the different layers of the index so we can compare countries. And I want to show you examples of how we have done this for Latin America, but those are just examples. You can use the data, it's available, and you can explore the data if you want to in different ways. So let's begin with the general result of the EMIX. This is for Latin America again. We analyzed 22 countries in Latin America. And what you see here, I know it's quite small for you. I just want to show you the trend and a couple of things. This is the EMIX. And it's the most abstract score in our pyramid. If you remember, the EMIX was what's on the top. So this is what this graph is showing you the score for the EMIX. And what we see here is that we have all countries, if you see, have a bar, meaning that all countries have developed immigrant policies. But we see a great diversity. We see countries such as Brazil and Mexico that have developed more policies. And then we have other countries such as Panama, Cuba, and so on that have developed few of the policies that we have observed even in our with our index. But still, all of them have policies, and there is great diversity. So
there is still, and we think that there is room for analyzing whether or not we can observe typologies or trends within Latin America, but also beyond Latin America in other regions. Go on. Donc, maintenant, nous arrivons à la partie la plus amusante, où nous commençons vraiment à construire l'indice pour comparer les différents pays entre eux. C'est un exemple de comment on peut utiliser les données que nous avions récoltées auparavant. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le graphique qui concerne 22 pays, et ça montre notre tendance EMIX. C'est le niveau le plus abstrait de nos recherches. Et avec une barre par pays, ce qui montre que chacun de nos 22 pays a établi des politiques vis-à-vis de l'émigration de leur pays. Vous voyez par exemple que les pays qui en ont établi le plus, ce sont le Brésil et le Mexique. Et par exemple, le Panama et le Pérou, ils ont moins de politiques concernant les émigrés de leur pays. Il existe donc une très grande diversité parmi les différents pays. Mais maintenant que nous avons ces données brutes, nous pouvons commencer à rechercher des typologies ou des tendances parmi ces groupes de pays. Please go ahead. Yes, so this is the most abstract score that we have. It's the EMIX, it's the result of the index, but we can lower the level of abstraction to look at what is happening in the different dimensions that I've mentioned before, the economic dimension, the citizenship dimension, and so on. And this is what this graph looks like, or shows actually. And again, I don't want you to focus on the details of this graph in the context of this presentation, but I want you to focus on the different colors. Each color represent one of the dimensions that we have discussed before. And what you see here is that countries have a different combination of colors. We have countries that have more red, countries that have more purple. And what this means actually is that the policy mix, the emigrant policy mix that each of the countries is adopting, it's also very diverse. There are different strategies and there are different policies that states of origin are focusing on in comparison to other countries. Donc là, vous voyez le résultat d'une analyse plus détaillée où nous avons par exemple des couleurs différentes pour les politiques économiques, les politiques concernant la citoyenneté, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'y a pas le temps pour ça, mais vous voyez que chaque couleur représente une dimension et il y a des combinaisons très différentes ou des répartitions très différentes selon les pays. Il y a des pays où il y a par exemple plus de rouge, d'autres où il y a plus de violet, ce qui indique les différences entre leurs stratégies et la différence entre les mises en œuvre de différents types de politiques. Please go ahead. Yeah. So the EMIX can be used to compare across countries, right? As in these two graphs that I've showed you, but also we can use the EMIX to see what is happening in single countries. Two examples here, Panama. Those are the scores of Panama for each of the dimensions of the index. So for electoral rights, for obligations, for social policies, for citizenship, and so on. And those are the scores that Panama had in each of the dimensions. What you see here is a country that hasn't developed much immigrant policies. However, there are some exceptions, for instance, with social policies or citizenship, but for the rest of the dimensions, we see that the scores are 0, so are towards the most restrictive immigrant policies. Go on. Par exemple, nous souhaitons utiliser l'EMIX pour comparer les pays entre eux, mais nous pouvons également utiliser les mêmes chiffres pour examiner la situation dans un pays. Et ici, nous prenons l'exemple du Panama avec différentes dimensions et les chiffres, évidemment, qui varient considérablement. Il y a peu de développement
au niveau du pôle de l'émigration, mais plus de développement ici pour les catégories sociales ou de citoyenneté. Et certains aspects politiques, il y a carrément un score de 0. Please go ahead. Yeah. And now the final slide. This is another example of a country that has adopted most of the immigrant policies that we have analyzed. This is the case of Brazil. And what you see here, it's very different from what you saw with Panama. We have a country that has scores in all the dimensions, and also in some of them has the highest score. So we see a country that has adopted most of the immigrant policies that we included in our scheme. Et donc, le dernier exemple que je souhaitais vous montrer, c'est le Brésil. Comme vous voyez à l'écran, il y a des chiffres, il y a des scores dans chaque dimension. Et pour certaines dimensions, c'est le score le plus élevé parmi tous les pays d'Amérique du Sud. Please go ahead. Yes. Yes. So that was everything that I wanted to discuss today. Thank you very much for your attention, and maybe just a reflection of how the EMIX wants to move forward. We are still working on the index and invested on the index. We have, as I mentioned, deployed or studied another regions, European countries and Asian countries. We are looking forward very much to expanding the index into Africa and analyze African countries, but also we want the EMIX to have a longitudinal perspective, meaning that we want to repeat the measurements over time in order to identify evolutions or involutions in the adoption of immigrant policies. So that's why also I am excited to explain the index to you today, and I hope it has sparked your interest and that you see that it has potential also in the African region. I'm looking forward to your questions. Thank you very much for your attention. Merci Donc, beaucoup. je voudrais vous remercier de votre attention, et je souhaitais aussi vous dire que nous réfléchissons à l'avenir de notre indice. Nous continuons de travailler sur cet indice dans les pays d'Amérique du Sud. Nous avons commencé des études en Europe et en Asie, et nous cherchons et nous souhaitons étendre nos recherches vers les pays africains également. Non seulement nous souhaitons étendre la couverture de notre indice à différents pays du monde, mais nous souhaitons répéter les mesures afin d'observer l'évolution dans chaque pays. Et j'ai été vraiment ravie de vous expliquer tout cela ce matin, et j'espère que vous aurez saisi le potentiel de ce type d'indice pour les pays africains, et je serai très contente de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Pao, pour cette présentation qui était vraiment éclairante et qui a permis de mieux comprendre concrètement le travail qui est accompli pour construire cet indice des politiques de diaspora, et aussi de comprendre quelle est son utilité. Quelle est son application, à la fois pour comparer les pays entre eux, mais aussi pour voir au sein de chaque pays, finalement, quels sont les domaines où certaines politiques sont plus développées, d'autres où elles le sont moins. Alors, je vais bien sûr passer la parole à l'audience, qui posera les questions, qui s'exprimera en français. Donc, on va voir Pao. Donc, soit on traduira directement, l'interprète traduira directement à Pao Palop les questions du français vers l'anglais à l'oral, ou bien dans le chat aussi, et à ce moment-là, on s'occupera aussi de les traduire.
voilà, donc je laisse la parole à l'audience pour les questions. Paul, I said that I thank you very much, and that question will be raised in French, and we will translate it to you either the same way that we did or in the chat box, depending. And if there's any issue, you just mention it to us, and we'll translate. So thank you very much again. Qui se lance? Qui souhaite commencer? J'espère qu'il y a des réactions et des questions. Tigida, je vois qui... Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tigida Camara d'Expertise France, qui coordonne le projet CRPM. Merci beaucoup pour ce séminaire et cette présentation d'EMIX, qui est effectivement très éclairante. Moi, j'avais une question par rapport à l'indice et à l'analyse qui en est faite. C'est de savoir si effectivement, au-delà de voir l'existence ou non des politiques publiques dans les différentes sous-composantes qui composent EMIX, s'il y a aussi un travail d'analyse de la connexion ou non, de l'existence d'une connexion ou non, et dans quelle mesure il y a une connexion entre les différentes sous-composantes. Je m'explique. On voit qu'il y a des politiques publiques qui peuvent être développées en termes de culture, de concertation institutionnelle, de citoyenneté, de politiques économiques. Et je voulais savoir si EMIX s'intéressait également à voir comment une politique publique peut en influencer une autre. Est-ce qu'il existe un lien, par exemple, entre la politique de citoyenneté et la politique économique? Est-ce que la politique, la consultation institutionnelle peut influer sur l'existence ou non de politique sociale, culturelle, voilà. Donc, c'était ma question. Et merci d'avance pour la réponse. Alors, on va laisser l'interprète peut-être traduire la question, si vous pouvez. Okay, so the question was, first of all, thank you for your presentation of EMIX. And the question was about the use for analysis, besides defining the existence of certain components and subcomponents. The question was to know whether there are links, or you've identified links between certain subcomponents in different areas. For example, if you have certain aspects of citizenship and economic policy that are present, does this imply that in the same country there will be certain social or cultural policies, or is there no connection whatsoever between those different aspects? Yes, shall I answer now directly? Yes. Okay. Thank you very much for the question. I think it's a very interesting question. It's a key question whether or not we find connections or relations across different dimensions. And well, what we observed on the one hand, and the last graphic of Brazil, I think it shows it, is that countries, we have kind of like two groups of countries that have developed a very comprehensive immigrant diaspora policy strategy, and they tend to score very highly in all the dimensions that we have, and Mexico, Brazil, Ecuador are examples of that. So the connection is that, yes, they have everything, and they try to be very comprehensive in their strategy in how they approach immigrants. But then also we have observed interesting patterns in some of the dimensions. And for instance, one of them is the economic dimension, remittances or investment also, and social policies. There are countries, for instance, that at least in Latin America, they have very consciously decide against creating policies for fostering remittances, because they have declared that remittances are a private matter of families, and the state shouldn't use remittances for development. And
And those countries, we observed that some of them, they have rejected this, but they have also been more open to extend social rights and also consular protection abroad, also the protection of people in economic needs abroad, for instance. So we see there, for instance, a clear connection in some countries. So yes, I think there are some patterns, and we are now that we have more data for countries beyond Latin America, we are trying to identify patterns that can explain different strategies of immigrant policies, but definitely there are some connections and some very conscious decisions that states make regarding their strategies. Oui, pour répondre à votre question, dans certains pays qui ont une politique vraiment très complète dans tous les domaines, comme par exemple le Mexique, l'Équateur ou le Brésil, nous avons examiné les données et trouvé des tendances intéressantes, par exemple des liens entre les politiques financières et sociales. Dans certains pays, ils ne cherchent pas à encourager directement les transferts financiers, ils jugent que c'est une question personnelle et pas une question pour le développement du pays en tant que tel. Et dans ces pays-là, ils ont tendance à insister sur les droits sociaux de leurs citoyens à l'étranger, par exemple avec une protection consulaire plus importante. Et maintenant, nous cherchons à examiner au-delà de l'Amérique du Sud et les données que nous avons pu récolter et rechercher des liens de ce genre. Mais c'est une question très intéressante. Merci. Alors, est-ce que dans l'assistance, il y a d'autres questions? Je pense notamment, peut-être vous avez des questions sur l'extension de EMIX aux pays africains, comment les différents indicateurs qui ont été évoqués, les différentes composants et sous-composants vous semblent répondre ou pas aux situations, aux politiques développées dans chacun de vos pays? So, for example, you might have, do you have any other questions? For example, you might have questions about how EMIX can be extended towards Africa and how maybe some of the components or subcomponents may be relevant or less relevant, or you may need other subcomponents for certain African countries that were not present in the South American study. Donc, vous pouvez, si vous voulez réagir, utiliser l'onglet réaction ou prendre la parole directement, bien sûr. Donc, utilisez l'onglet pour lever la main si vous voulez prendre la parole ou prendre la parole en ouvrant votre micro, tout simplement. So please feel free to raise your hand or to open your mic and ask a question. Oui, je demande la parole, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Koumalin, je suis au ministère des Relations extérieures, point focal suppléant. Voilà, j'ai une question sur je vais dire quoi? Les relations entre les composantes au niveau de l'espace africain. Et je me demande comment est-ce que ce prototype-là va pouvoir être mis en œuvre en Afrique. Parce qu'en réalité, il est clair que nous observons qu'il y a une relation entre, par exemple, n'est-ce pas, les politiques sociales, ou les politiques de citoyenneté et parfois la contribution économique, n'est-ce pas, des diasporas. Ma question, comment est-ce que ces indices, ces indicateurs, cette approche pourra être mise en œuvre en Afrique? Merci. So my name is Alan Koum, and I'm interested in knowing how the relationships between components could be adapted to Africa. For example, in some countries, we see clear relationships between social policy, citizenship, and economic policy, but perhaps not everywhere. What is your opinion on this, please?
Yes, thank you for the question. So from the methodological point of view, I would say that's a problem, because what we do with the EMIX is that we analyze first each of the components independently. So we look for the information on economic policies, we look for the information on social policies, and we look for the information for citizenship policies, let's say. And these processes are sort of like independent. What I think it's important, or would be important in the case of Africa, is to think or review the questionnaire and all the questions that we have for each of these components, like the economic one, the social, the citizenship one, review these questions and ask or assess whether or not we need to readapt those questions or include new questions to capture the diversity that perhaps exists in Africa and doesn't exist in Latin America. And also there could be questions that are interesting for Latin America, but not for Africa. So we need to kind of like make this effort at that stage. And then once we have the data and we have the questions and the questionnaire, filled, then is when we can start analyzing relationships and patterns. And that is where, from the methodological point of view, it doesn't matter which region we are speaking of, because the first part is the one that we need to get right. And then, in my opinion, once we have that part properly developed and systematically developed for Africa, then analyzing the relationships it's easier, because it's a matter of finding statistical patterns and also reading the reports and the questions and trying to see also from the qualitative point of view whether or not we see connections across dimensions. But I think the challenge is it's more in the conceptualization phase than in the last part of the codification effort. In that particular regard, in finding patterns and relationships across dimensions. Donc, concernant la méthodologie, nous commençons par analyser chaque composant de façon indépendante, par exemple les composants économiques, sociaux ou de citoyenneté. Mais ce qui est important quand nous regardons vers une nouvelle région comme l'Afrique, c'est de revoir la question, d'évaluer chaque question et de savoir s'il y a besoin de l'adapter, d'en ajouter d'autres ou éventuellement d'éliminer des questions qui sont pertinentes en Amérique du Sud, mais peut-être pas dans le contexte africain, pour refléter la diversité des pays africains et de leurs situations différentes. Donc, ensuite, il faut collecter les données sur les questionnaires avant de commencer à les analyser. Et une fois que le questionnaire a été adapté de façon systématique à la situation de tel ou tel groupe de pays et que les données ont été collectées, il est plus facile d'analyser les statistiques, d'identifier des tendances et de définir mais il faut commencer par la conceptualisation de la situation dans le groupe de pays concernés. Merci. Alors, il y a une question dans la boîte de discussion, donc je vais la lire, de Siloué, mais du coup, peut-être vous pouvez vous présenter dans la boîte. La question en tout cas dit: nous vous remercions pour ce bel exposé. Comment cela pourrait être expérimenté dans les pays africains du moment où nous ne sommes pas au même niveau dans la mise en œuvre des politiques? Est-ce que le processus de construction des indices sera le même comme dans les pays latinos? Prévoyez-vous l'extension de EMIX dans les pays africains à moyen ou long terme? So, first of all, thank you for the presentation this morning. And the question concerned the adaptation of this system to African countries, given that in their context, they're not at the same level in the implementation of these various policies. Would you be able to build the index
and the components of the index in the same way as in South American countries. Yes, thank you for this very interesting question. I do think so, because first, I think Africa, I'm not an expert on diaspora policies from Africa, but I do think there are some countries in Africa that are very innovative in regards the adoption of immigrant policies. So I do think that immigrant policies are present in Africa. Immigrant policies are present everywhere, although there is a myth that only states of origin that have been hit by immigration in a very significant way will develop these policies. Actually, we see countries around the world adopting these policies. So I do think that we will find immigrant policies in Africa. And regarding whether or not we can use the same scheme that we have used for Latin American countries and other countries for Africa, I think that would be possible, because when we developed our conceptualization for the Emigrant Policies Index, we weren't thinking only on Latin American countries. We developed this conceptualization to potentially expand the index globally. So we took into consideration different regions and different policies that could appear or recreated in different regions, and different degrees of adoption that could happen in different regions. So I'm sure that we will find immigrant policies also in Africa. But of course, it could be possible there are some countries that have adopted less policies, and therefore they have a lower immigrant policies score than other countries. And what we always say when we present the data is that there is no a country that is doing well and a country that is doing wrong. And the EMIX, what shows is the adoption of immigrant policies in different dimensions, and each country can decide whether or not the adoption of these policies makes sense for them in a particular context, in a particular moment. And it doesn't matter, and it's not that it's performing better or worse than other countries. It's just that its immigrant policy strategy is just different. But I'm confident that we can build the EMIX based on the conceptualization and the scheme that we have. And I say this because we have expanded already the EMIX to other regions, and European, we could cover without any issue European countries, but also Asian countries that have very different levels of development, but very different types of political regimes. So we have already tested the EMIX in other contexts that are also very diverse in terms of socioeconomic and political performance, and we have been able to do it successfully. So I'm sure that it could be expanded to Africa after, of course, checking all our questions and making sure that we include everything that it's interesting for African countries. Thank you. Merci beaucoup de votre question. Je crois vraiment que oui, on peut l'adapter. Je ne suis pas en politique de la diaspora en Afrique, mais j'ai déjà entendu dire que certains pays sont assez innovants dans ce domaine. Et je pense que c'est un mythe que seuls les pays les plus affectés par l'immigration vont adopter ce type de politique. Est-ce qu'on peut utiliser le même schéma? Je pense que c'est possible. Quand nous avons construit notre indice, nous n'avons pas du tout pensé exclusivement à l'Amérique du Sud. Nous recherchions déjà une dimension mondiale. Nous regardons des pays qui ont des politiques très différentes, des niveaux de mise en œuvre de ces politiques aussi qui varient beaucoup, et certains pays ont carrément moins de politiques dans ce domaine que d'autres. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, si le score dans notre indice est plus élevé, qu'un pays est meilleur, ou que le score est moins élevé, c'est que le pays est moins bien. Nous ne cherchons pas du tout à juger avec cet indice, mais à analyser. Et donc, chaque pays décide quelle politique mettre en œuvre selon son contexte à telle ou telle période.
Et nous sommes totalement confiants que cet indice peut être adapté et le processus peut s'adapter à des pays européens et asiatiques, à des niveaux, et nous l'avons déjà vu, ils ont des niveaux de développement différents, ils ont des régimes politiques très variés et de différentes situations socio-économiques. Et nous avons pu l'adapter. Et bon, il faudrait vérifier les questions et faire très attention en amont à la construction du questionnaire, mais je suis totalement confiant que ça peut s'adapter aux pays africains sans problème. Merci. Merci. Alors, il y a une question de Alimou, vous vous présenterez, et puis après, deux autres questions dans le chat box, mais on commence d'abord par Alimou, si vous voulez prendre la parole. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Hamidou Dia. Merci pour cette brillante intervention. Alors, j'ai une question toute bête. Je sais que l'EMIX est un indice basé d'abord sur les politiques publiques, très bien, mais je me pose la question de savoir, est-il possible d'intégrer cette forme d'auto-organisation ou un indicateur lié à l'infrapolitique, parce que nous savons en Afrique, par exemple, il y a des situations où les politiques publiques existent, mais elles sont quasi inopérantes. Et ce sont des acteurs privés, notamment des associations ou la diaspora elle-même qui s'auto-organise pour prendre en charge cette politique-là, qui en réalité est dévolue au consulat ou aux acteurs étatiques, mais ce sont les associations qui mettent en place des logiques de solidarité. Est-ce que ça serait utile de prendre en compte toute cette logique ou toutes ces infrapolitiques dans le cas africain? So my question, I'm Emigrant Diallo, and I think your presentation was brilliant. This may seem a stupid question, but the EMIX that you've presented to us today is based on public policies. But would it be possible to adapt the process to countries where public policy is not functional, where often the roles that would be taken on by government organizations are in fact implemented by associations or private individuals? Do you think that we could adapt the index to that sort of situation? Thank you. Yes, thank you for this question. And this is a very important question. The index measures policies that have been adopted by states of origin. And I think it's important that we make that cut, because what we want to capture with the index are the institutional efforts to offer rights or create links with diasporas. So it's important to leave it at that kind of like a stage. But I do think you have a point saying sometimes the implementation of these policies or the function of these policies is not assumed by states of origin per se, and that happens also in Latin American countries. There are many cases there where you will see a very vibrant civil society assuming some of the policies or some of the functions that states should be assuming, and that's okay to some extent, but the index only captures institutional policies. And it's important that we leave it this way. If you want to capture other functions or other actors working on the adoption of policies, that's also what we have been trying to do in Latin America, but we do this with field research, because it's very important, or it's very difficult to have a systematized effort, quantitative at the end, comparing what other actors are doing vis-a-vis what state actors are doing. This makes everything, when you try to mix this, it's very prone to mistakes. And it's very important that the EMIX
it's as systematic as possible. And the only way we found to make it as systematic as possible is to look for official policies that are on the paper, and we can register, we can compare, and we can be transparent about what we consider within the index and not, and also having a clear cut. So that is what we do with the index. And for the rest of the part, what we have been doing is field research, where we have gone to some of the countries, and we have been there, staying there, asking or interviewing different actors, and not only state actors, but other kind of actors, civil society, international organizations, and so on, that to some extent also have something to do with diaspora policies. But we do this in a different way. For the index, I would recommend very highly to keep it as systematic as possible. And in order to do that, to keep it only at looking at what states are doing. Donc, merci beaucoup de cette question. C'est une question très importante, bien sûr. Notre indice a été construit pour mesurer les politiques publiques des États d'origine. Nous souhaitions montrer les efforts de ces institutions à créer des droits ou des liens, des droits pour les personnes dans le diaspora ou des liens avec leur diaspora. Et vous avez raison que certains pays d'origine ne mettent pas vraiment en œuvre ces politiques et que ces fonctions-là sont assumées par des associations ou des personnes privées, des ONG, etc. Mais nous trouvons qu'il est très important de garder l'EMIX pour les politiques publiques. Et si vous souhaitez analyser les actions d'autres parties prenantes, de faire plutôt des recherches sur le terrain, et c'est quelque chose que nous avons fait. Nous sommes allés interviewer d'autres parties prenantes dans différents pays, des ONG, etc. Et des recherches ont été publiées à ce sujet. Mais il est très important pour la partie comparaison d'État à État de garder, de maintenir ce focus sur les politiques d'État. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions, je disais, dans la boîte de discussion. Peut-être je vais présenter les deux, je vais lire les deux de manière à ce qu'on avance, on gagne un peu de temps. Il y a une première question de Khadija El Mahmad, qui est professeure de droit et avocate au Maroc. Merci pour votre intervention. Que pensez-vous des droits politiques des migrants? Au Maroc, cela a posé des problèmes et la question n'est toujours pas réglée. Et puis une question de Étienne Smith, de la Chaire Diasporas Africaines du LAM à Bordeaux, sur les liens entre les indicateurs EMIX et d'autres variables. Il demande en fait s'il serait possible de corréler les scores EMIX avec des variables comme le poids démographique de la diaspora ou son poids économique ou son ancienneté. Je vous remercie. So these two questions concern Morocco. The first one is about the political rights of migrants, and this is an issue that has been much discussed in Morocco but hasn't been settled. These are people who are moving through Morocco, usually ending up elsewhere. And then there's another question about the links between the EMIX indicators in terms of policy mix and external variables, such as the demographic importance of the diaspora or the length of time the diaspora has existed. Has it been a historical reality or is it a new phenomenon? Okay, to answer the first question, this is a very difficult question, the rights of migrants. And what it's important to, I think, establish is that the EMIX doesn't measure the rights of immigrants in, let's say, for instance, Morocco. What the EMIX measures is the rights of Moroccans abroad regarding political rights, for instance. So whether or not Moroccans abroad can vote in the elections, in homeland elections in Morocco or not, and
under which system, and so on. So my opinion about this is it's I don't know if I can summarize it in few seconds, but I do think that states of origin have an obligation even to provide political rights, at least to first generations, because the links nowadays are so strong potentially that it doesn't matter whether or not you live in another country, you still have connections with your country of origin, you still have connections through your family, for instance, that maybe stays in the country of origin, and it's potentially plausible that you want to return at some point to your country of origin. So to me, these three aspects justify that political rights should be extended to some extent to diasporas. And then the question and the debate will be under which kind of conditions and mechanisms can external voting happen. And what we try to capture with the EMIX is precisely that. What are the different regulations for external voting that different countries have adopted in order to incorporate politically their immigrants abroad? Regarding the second question, this is a passionate and very interesting question. And we are still researching on that. In fact, what we do with the EMIX is we develop the dependent variable in these kind of studies, right? So we have now a measurement for the adoption of immigrant policies and for the adoption of the different dimensions of immigrant policies. And what we are doing now is running regression analysis and other kind of analysis to understand whether or not these external variables explain this adoption. And we have incorporated the diaspora, the size, the history to some extent of the diasporas, the dependence on remittances or investments and so on. And what we see, at least in Latin America, and that's also what we want to extend the effort to other countries, is that actually these variables do not explain what is happening or what has happened in the region in the last decade or so. And it's not the size of the diaspora what determines diaspora policies. It's not the dependence on remittances. We see some countries that are very dependent but still offer very few rights and policies to immigrants. So there are things going on there that we cannot really explain yet. This is still a puzzle for us, but it goes in that direction. And that's why I think having a tool such as the EMIX is very powerful, because it allows us to test this kind of hypotheses that otherwise you cannot test comparatively. And there are some studies that have identified the diaspora size as the biggest determinant of diaspora policies, but when you look at other countries, actually this is not the case. So there should be something else going on, and that's precisely what we are trying to do with the index. And that's why we want to explore other regions that can offer to us more information and more nuance to these findings that we have now for Latin America. So that's regarding also the variables. Maybe we suspect that one important variable to plug in our models is institutional development. We tend to find that countries that have, let's say, better institutions also tend to offer more rights and more services to migrants abroad. And this seems to be one of the key variables explaining the adoption of immigrant policies. Not the only one, but one of them. Yeah, thank you. Oui, donc concernant la première question, il est très difficile d'y répondre, mais l'EMIX ne mesure pas les droits des immigrés ou des migrants qui traversent le Maroc, mais plutôt les droits des Marocains qui sont partis à l'étranger. Pour résumer, un État d'origine a l'obligation de proposer, à mon avis, un État d'origine devrait être obligé de maintenir les droits politiques à la première génération des émigrés, puisque surtout de nos jours, avec les moyens de communication à notre disposition, les liens restent très forts
entre les personnes vivant à l'étranger et les personnes qui vivent encore au pays. Ensuite, il faudrait voir quels sont les mécanismes pour maintenir ces droits politiques, et l'EMIX cherche à examiner les modalités par lesquelles ces droits peuvent être mis en œuvre pour les personnes à l'étranger. En ce qui concerne la deuxième question, nous continuons nos recherches à ce sujet au moyen de variables dépendants, par exemple concernant l'adoption des différentes politiques, et est-ce que différentes variables externes expliquent ces différences. Ce que nous avons vu pour l'Amérique du Sud, c'est que ces variables n'expliquent pas spécifiquement les différences entre les politiques des différents pays. Il ne s'agit pas, par exemple, de politiques qui seraient plutôt adaptées à la dimension numérique du diaspora, ou bien le volume des transferts financiers venant des émigrés. Certains aspects ne sont pas encore expliqués, mais nous faisons encore des recherches dans nos chiffres pour essayer de trouver des explications. Et c'est un outil très puissant pour tester des hypothèses. Par exemple, certains pays pensaient que c'était la taille de leur diaspora qui influençait les politiques. Mais selon nos données, ce n'est pas toujours le cas. Et nous souhaitons examiner d'autres pays pour vérifier nos observations sur les pays d'Amérique du Sud. Un variable, par exemple, un variable important, c'est le développement des institutions dans tel ou tel pays, ce qui leur permet ou non de proposer plus de droits et plus de services aux personnes de leur diaspora. Merci beaucoup. Merci. On arrive presque à la fin, mais il y avait Carole Wenger qui voulait poser une question. Madame la secrétaire, si vous ne voyez pas d'objection, on prend encore 2 minutes et après on vous libère pour une dernière question. Voilà, alors je suis désolée, j'arrive pas à mettre en marche ma caméra, il faudrait que je quitte Zoom, donc je vais poser la question comme ça. Et puis merci Thibaut, vous avez mis Mitsopro dans le chat, alors ça me donne l'occasion de pouvoir en parler. Moi, je suis de l'Université de Liège avec mon collègue Félicien Deheuch et on a travaillé sur un projet qui s'appelle Mitsopro, qui veut dire Migration and Transnational Social Protection in Post-Crisis Europe, et qui s'est intéressé justement en partie aux questions de diaspora policies, mais en relation avec différents domaines de la protection sociale, tels que la santé, les retraites, etc. Et puis voilà, donc c'est évidemment que la thématique d'aujourd'hui nous intéresse beaucoup. Et merci infiniment pour cette présentation. Moi, j'avais, mes questions ont partiellement été, vous avez partiellement répondu à mes questions via les différentes réponses que vous avez données à l'instant. Mais voilà, moi, un des éléments où j'aurais voulu avoir quelques précisions, c'était notamment est-ce que vous répertoriez notamment avec le projet les différentes institutions et les différents types d'infrastructures, de diaspora infrastructure, on pourrait dire, existantes et en place dans ces différents pays et qui sont en charge de la mise en œuvre de ces diaspora policies. Donc, quelles sont les institutions existantes et puis quelle forme elles prennent, sous quel ministère, etc. Et comment cela éventuellement influence le type de politiques qui vont être mis en place et favoriser plutôt des politiques culturelles ou sociales, etc. etc. Et puis, voilà, et puis la deuxième question rejoint un peu une observation qui a déjà été faite par rapport à la façon dont ces politiques sont effectivement mises en œuvre ou non, et quels sont les autres types d'institutions ou acteurs non étatiques ou para-étatiques qui prennent parfois la main sur les institutions publiques. Mais là, ce serait plutôt de savoir, est-ce que vous avez quand même dans le projet
la perspective de pouvoir, en quelque sorte, avoir des variables de contrôle qui permettent un peu de comparer les politiques sur papier et les politiques en pratique. C'est évidemment une des questions qui s'est posée dans le cadre du projet MITSOPRO, c'est que parfois certaines politiques publiques sur papier sont très généreuses, très complètes, elles offrent beaucoup d'alternatives, et puis en pratique, finalement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a des blocages qui peuvent être d'ordre pratique. Voilà. Et voilà. Donc, je me demandais s'il y avait dans le projet l'idée d'avoir ces variables de contrôle. Je pense par exemple, je ne sais pas si on regarde les services consulaires, d'avoir une idée voilà, s'il y a un territoire, s'il y a un consulat pour tout un territoire ou tel nombre de populations par rapport à un autre pays où on a 10 consulats sur le territoire, etc. Voilà, donc comment est-ce que vous contrôlez un peu cette problématique qui est là, on le sait, que les politiques sur le papier ne sont pas toujours représentatives des politiques dans la pratique. Merci beaucoup. So this question was from Carol Wenger from Liège University. She works on a project on migration and social protection where they've examined things like healthcare, old age pensions, etc. She found your presentation, the presentation was very interesting, and some of her questions have already been partially answered, but in the details, when you look at the institutions that are in charge of implementing these policies, have you been able to identify the infrastructures? For example, what institution or what ministry is in charge of which type of policy, and the influence that this may have on the types of policies that are implemented? And the second question is about the actual versus theoretical implementation of these policies, and you have control variables to compare the implementation of these policies on paper versus their actual implementation, because some countries have policies that look highly comprehensive on paper, but there are practical obstacles to their implementation. For example, one country may have only one consulate in a country, whereas another has 10 consulates in the same area, and the consulate is a necessary relay for the implementation of certain of these policies. Thank you for your answer. Yes, thank you very much. I participated in the MITSOPRO project as the Spanish expert, or I wrote one of the chapters, so I'm familiar with the project and how the questionnaire that you use and the different questions that you include about social protection. And what I can say is the EMIX project was previous to the MITSOPRO, and we don't focus only on social policies. So definitely we are not that comprehensive in that regard, but we cover some of the policies, healthcare, pensions, and so on. So to some extent, there are some overlaps, but we are not a project on social policies, but on just on general diaspora policies. Regarding the infrastructure, we, at the qualitative part of the project in the questionnaire, we try to capture exactly all the administrations that are, or say something or do something about diaspora policies. We do this, or we at least try to be as comprehensive as possible. But then for the coding, we focus more on the most important administration that we found, like let's say a ministry or something like this. So this is just for the coding. It's a very simple, straightforward measure, the one that we have. Regarding the implementation of policies, the EMIX only covers the adoption of policies on the paper.
and we don't make an analysis of implementation or an evaluation of impact of those policies. This comes in a later stage, or this has come in a later stage where we have done field research also to try to analyze to what extent these policies on the paper translate then afterwards to actual implementation. What I would like to say at this point is that sometimes diaspora policies are identified as symbolic policies, meaning that, you know, states of origin do this because they want to show that they are doing something for the diasporas, but at the end, those are not implemented. They are just left without use. But we don't think that's the case, at least for Latin American countries, the ones that we have explored in a more intensive way. Although it's true that there are very important issues of implementation of diaspora policies. Again, this happens in all realms of policies sometimes. We do think that that there is an important effort that is being done by states of origin in order to really create or maintain links to some extent with the diasporas. But we do not measure in the index the implementation of policies. We do this, or we have done this through a qualitative with a qualitative approach through field research. Thank you. Oui, donc j'ai participé comme expert espagnol à ce projet et je connais bien le questionnaire sur la protection sociale. EMIX, en fait, était antérieur à ce projet et couvre des dimensions plus larges, mais moins en détail au niveau des politiques sociales. Il y a quand même quelques questions sur les politiques sociales, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Au niveau de notre questionnaire qualitatif, nous demandons une liste complète des institutions et administrations qui sont impliquées dans ces politiques visant la diaspora, mais au niveau du codage et du chiffrage, nous nous concentrons sur le ministère le plus important dans ce domaine. Et encore une chose importante, l'EMIX ne regarde vraiment que les politiques sur papier. Au niveau de l'analyse chiffrée, c'est vraiment une analyse théorique, mais plus tard, nous effectuons des recherches sur le terrain pour examiner la mise en œuvre réelle de ces politiques. Quelquefois, certaines politiques concernant la diaspora peuvent être complètement théoriques. C'est quelque chose qu'un pays trouve peut-être utile de mettre en avant, mais pas vraiment utile de mettre en œuvre. Mais d'après nos recherches sur le terrain en Amérique du Sud, ce n'était pas vraiment le cas. Il y a peut-être des problèmes de mise en œuvre, mais chaque pays d'origine semble avoir fait un effort important pour mettre en œuvre les politiques qui sont annoncées dans leur législation. Merci de votre attention. Alors, merci à tous. On a largement dépassé le temps qui était prévu et malheureusement, on va devoir s'arrêter là, même si il y aurait beaucoup encore à discuter, en particulier sur cette question de l'analyse des politiques sur papier et de leur mise en œuvre qui soulève de nombreux problèmes à la fois méthodologiques, mais aussi des problèmes de collecte des données, d'analyse, de choix des domaines sur lesquels se concentrer et j'espère peut-être on organisera un autre séminaire où il y aura l'occasion d'en discuter dans le cadre, voilà, à une autre occasion. Je vous remercie tous de votre présence, en particulier les partenaires institutionnels du CRPM. Merci beaucoup pour votre attention. Merci évidemment à Palop pour nous avoir présenté ce bel outil qu'est EMIX et dont j'espère donc qu'on ambitionne en tout cas d'étendre à des pays africains, aux pays africains partenaires du CRPM. On aura l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup à l'interprète, merci pour votre effort. C'était compliqué en raison des problèmes techniques qu'on a eu avec l'interprétariat Zoom de faire votre travail dans ces conditions, donc je vous remercie beaucoup pour votre effort.
effort de synthèse. Et puis, je vous dis à bientôt pour un certain nombre d'entre vous. Et encore merci à tous d'avoir été là. So that was a very big thank you to everyone for taking part. We have an awful lot to discuss, in particular, this issue of theory versus practice and the issue of data collection, the choice of focus. And we hope to be able to get together again at a later date to discuss this. And we would like to thank our institutional partners, and a special thanks, of course, to our key speaker this morning, Palop. Thank you very much for your excellent presentation and for giving us a lot to think about for the future. Thank you very much. And now we've gone rather over time, so I think it's time to stop. Thank you very much for your attention and questions. Merci beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Merci encore et je vais mettre fin à la session. So I'll be ending the session now. Thank you.